résister et continuer à contrôler le géant, on appelle le géant l'islam. Mais les musulmans n'ont-ils pas une responsabilité dans tout cela? Je crois que M. Taqardan est devenu aujourd'hui, il met beaucoup l'accent sur « et nous les musulmans ». Je vous en prie. 20 minutes. Excusez-moi pour les autres, mais l'arabe, j'ai pas le choix. D'accord. C'est pas grave, on peut tolérer 2 secondes de plus. Merci. Merci pour les 2 secondes. Si vous permettez, monsieur Ramadan, juste pour rappel, que pour monsieur Gassi, je n'ai pas trouvé de livre pour dédicacer. C'est pour ça que je l'appelle à écrire, c'est très important. Pour monsieur Bodero, j'ai 2 remarques. Tout d'abord, pour finir avec la loi de l'ignorance de nos générations, il y a un très beau livre qui s'appelle « Comment parler de laïcité aux enfants », avec la participation de Madame Rokhaya Diallo. Et là, je me demande où est le géant africain en France aujourd'hui. Monsieur Gassil a parlé beaucoup des Algériens, mais je crois que les Africains, ils sont là aussi. Ils auront un mot à dire. Excusez-moi. Je vous montrerai votre livre. Non, mais il n'y a pas de problème. Si vous pouvez me donner le temps de la présentation du livre, pour ma présentation, ça me marrant. Merci infiniment de cette invitation à l'UOIF d'avoir mis cette journée en place pour qu'on puisse prendre le temps de la réflexion. On a eu 2 exposés, un historique sur la place de la présence et les différentes étapes qui est fondamental. À mon sens, il faut qu'on ait une mémoire dans la présence qui nous concerne. Et puis, en l'occurrence, ce que Jean vient de faire avec une compréhension de la laïcité, son évolution aussi, c'est particulièrement important parce que les débats que nous avons aujourd'hui ne se comprennent pas sans une perception des évolutions historiques et ce pourquoi, à des moments donnés, on a des gens qui réagissent de façon extrêmement violente sur, par exemple, la visibilité. On se dit, mais quel est le problème en fait? Et en fait, c'est pas l'islam au départ qui a posé un problème, ça précédait la question de l'islam et même la question du fait religieux. Donc je pense que il faut en tenir compte et il faut avoir cette mémoire-là. Moi, ce qui va m'intéresser, on m'a donné un titre que j'aime beaucoup, en l'occurrence, qui est celui de, attendez, je vais vous le lire, Itinéraire bousculé d'une acculturation des musulmans de France. J'aime beaucoup ce titre-là. C'est pas facile à comprendre ce qu'on veut dire, mais en même temps, ce que j'ai compris, c'est que c'était bousculé, qu'il y avait un itinéraire, mais en même temps, c'est vrai. Je pense que c'est très très vrai qu'il y a une histoire qui a été bousculée. Il faut essayer d'en comprendre le fond. Mon introduction, 4 points sur lesquels je vais essayer d'être suffisamment précis. Encore une fois, en 20 minutes, ce ne sont pas des sujets que l'on peut aborder de façon exhaustive. On peut en tout cas mettre un certain nombre de lignes directrices à la réflexion. Première des choses sur la perspective historique, c'est que ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il faut absolument aussi, nous tous, nous réinstaller dans le temps long. Ça a été fait avec les 2 premières interventions, parce que l'histoire de tout ce qu'on a dit, l'islam en France, puis l'islam de France. Moi, il y a longtemps, je disais l'islam français, j'avais aucun problème à dire ceci. Je veux dire, il est français du point de vue de la culture, il est islam du point de vue des principes. Il n'y a absolument aucune... C'est pas le moment de faire ça. Merci, excuse-moi. Merci. Je sais pas pourquoi. La laïcité, à chaque fois qu'elle s'en mêle, il y a un petit problème. Non, ça va aller comme ça. On va reprendre. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est le temps long et comprendre la réflexion à partir de ce temps long. Et à partir de ce temps long, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le temps long qui a été mis en évidence par Jean Bobéro tout à l'heure, le temps long de l'expérience historique pour se rendre compte que ça n'a pas été facile, d'une certaine façon, toute cette réflexion sur la laïcité, et toutes les questions qui historiquement se sont posées ne sont pas résolues du point de vue de la façon dont on apporte aujourd'hui un certain nombre de ces questions. Première des choses qui me paraissait importante dans cette réflexion, c'est déjà de se rendre compte que quand on parle de l'acculturation, quand on parle de la présence,
Ce que moi m'intéresse aussi, c'est de se rendre compte que très vite on a buté sur un certain nombre de choses qui sont liées à quoi? Qui sont liées à la langue, à la question de la langue, de ce que l'on parle. Ça a été mis en évidence déjà dans la traduction d'un certain nombre de concepts. Et puis, en l'occurrence, ici, dans la question de la culture, aussi, ce sont des questions, la culture, ce n'est pas simplement une langue, ce sont des sensibilités, ce sont des perceptions. Et puis, de comprendre aussi que quand vous arrivez dans un pays, et encore une fois, il faut comprendre que la présence musulmane, elle n'est pas simplement liée à la migration post de Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, elle est quelque chose aussi qui est ancien, mais à un moment donné, il y a une rupture en termes de quantité et en termes de nature de cette présence-là. Et là, ce à quoi on a affaire, c'est que vous entrez dans un nouvel univers qui a une autre culture, qui a une langue qui est différente, mais aussi une chose qui est importante, c'est que les rapports de force politiques, culturels et intellectuels, ça, il faut pouvoir y avoir accès. C'est pas évident de comprendre qui parle au nom de qui, à partir de quoi et au nom de quelle histoire. Comment se situent les choses. Quand Jean Bobbereau met en évidence le fait que c'est vrai, dans ce qu'a été la mise en avant de la nécessité de la laïcité, par exemple, les minorités étaient au premier rang parce que c'était les premières histoires. Tout va bien. Alors, attendez. C'était les premières qui, de ce point de vue-là, étaient liées à une potentielle discrimination. Donc moi, ce que je veux mettre en évidence, c'est vous entrez dans un nouveau rapport, vous êtes dans une totale méconnaissance ou même ignorance des termes employés, de l'horizon culturel et des rapports de force intellectuels, politiques qui sont à l'intérieur du pays dans lequel vous êtes. Ça, c'est important. Et même aujourd'hui, on a un certain nombre de citoyens qui sont là depuis certaines années, ils n'ont pas encore tout à fait compris les rapports de force intellectuels et politiques qu'il y a à l'intérieur du pays, de la France. Parce que c'est ça aussi, être de France. Le sentiment d'appartenance, il est là, mais ce n'est pas terminé. Parce que l'autre difficulté qui a été particulièrement importante aussi pour les citoyens et ceux qui se sont installés, c'est aussi de revisiter leur propre perception et leur propre définition des concepts. Alors, moi, je suis au premier rang de ceux, il y en a tellement ici dans cette salle, on est arrivé avec l'idée de la laïcité comme étant ce qui a été dit, c'est-à-dire la laïcité, c'est la dénomination de ce que l'on appelle ou que l'on comprend comme anti-religieux, comme opposé à la religion. Donc là, ça, c'est un élément, mais c'est encore plus que cela. C'est que ceux qui sont venus et qui ont eu une expérience dans les pays d'origine, ceux qui parlent de la laïcité dans les pays d'origine, ce n'est pas des démocrates. C'est pas des démocrates, c'est des dictateurs. C'est-à-dire tout ce que l'on connaît de la laïcité installée au pouvoir dans les sociétés majoritairement musulmanes, c'est tout sauf un processus de vivre ensemble. Donc vous avez une double distorsion, c'est-à-dire l'expérience historique qui est la vôtre. Vous arrivez dans un univers culturel dont vous ne connaissez pas forcément la langue, dont vous ne connaissez pas les enjeux culturels et dont vous n'avez absolument pas le même fond en termes d'expérience historique et de cette perception de la laïcité et même de la dictature. Deuxième des éléments, c'est que en un temps record, c'est pour ça que moi j'ai jamais hésité à dire qu'il y avait quelque chose que j'associe à une révolution intellectuelle. Révolution intellectuelle au sens premier du terme révolution. Changer le sens de l'évolution intellectuelle et de la compréhension des choses. Et bien, sur un temps extrêmement court, en moins de 2 générations, le discours, la compréhension des actrices et des acteurs musulmans en Occident et en particulier en France a été phénoménal. Phénoménal. C'est-à-dire l'acquisition de la langue, la compréhension des enjeux, la reconsidération du contenu historique de la laïcité, non pas importé aux sociétés majoritairement musulmanes, mais comme productrice du pluralisme dans les sociétés occidentales, ça a été un élément majeur qui a fait que des évolutions dans la production de la pensée religieuse, de la pensée légale musulmane sont extraordinaires en 2 générations. Même pas en 2 générations. Ce dont je parle là, c'est 30 ans où on a perçu des choses extraordinairement importantes. Mais ce qui a été un produit
de l'intelligence raisonnable, raisonnée, considérant le contexte, reconsidérant les histoires, repositionnant et comprenant une chose qui était importante à partir d'un certain moment, que historiquement, prendre conscience que ce que je pensais être, à savoir un visiteur, est transformé par ce que mes enfants pensent, c'est-à-dire être des citoyens, et que nous allons tous rester, et que notre avenir est ici. Et tout ça, c'est une révolution, même dans sa propre histoire. Moi, jusqu'à l'âge de 24 ans, la Suisse, j'y suis en visite. Je pensais rentrer en Égypte jusqu'à 24 ans. Bon, j'ai plus que cela maintenant, ça fait 30 ans, quoi. Donc, en l'occurrence, mais à l'échelle d'une vie, c'est énorme, mais à l'échelle d'une histoire de la population qui s'installe, c'est une révolution. Ça, on ne prend pas en compte ces éléments-là. Et quand on n'a pas cette séquence historique, on ne s'aperçoit pas de l'ajout extraordinairement positif de cette séquence historique sur le plan intellectuel. Mais ce que l'on doit reconnaître ici, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la révolution intellectuelle, l'acculturation, elle ne se fait pas simplement par repenser le cadre légal d'une religion qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'on vit avec des êtres humains. Et un être humain, c'est pas « je suis musulman, donnez-moi une fatwa et je serai bien ». Ce n'est pas ça. Un être humain, c'est d'abord une expérience historique qui va se situer sur la classe sociale. C'est-à-dire, où est-ce que je me situe dans le cadre social? Est-ce que, au-delà du fait que ma religion peut être perçue comme un problème, mon statut social est perçu comme une réalité reconnue et respectée? Parce que si j'ajoute au fait de la religion comme perçue comme l'altérité, le statut social perçu comme le dégradé, j'ajoute à l'altérité le dégradé, je suis désintégré. Par définition, mais socialement comme politiquement. Et tous les processus qui ont aidé les Polonais, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, toutes les immigrations ont été essentiellement des éléments d'intégration qui portaient sur le social d'abord, plus que sur le religieux. Là, on a un effet cumulé. Donc il faut se rendre compte que si on parle de l'installation, il faut aussi tenir compte dans l'acculturation d'éléments qui ne sont pas strictement religieux. Il faut comprendre que le religieux est un élément dont il faut considérer en plus que sur le plan de la classe sociale, sur le plan de la réalité du quotidien, sur le plan même d'une chose qui n'est pas rien, c'est-à-dire la situation géographique. Déterminante. Les politiques urbaines aujourd'hui nous le disent, les politiques urbaines sont parmi les éléments les plus importants des politiques de mixité sociale qui permettent le vivre ensemble. Donc vous pouvez dire on est tous ensemble, mais quand géographiquement on ne l'est pas, émotionnellement on ne l'est pas. Dans le sentiment d'appartenance on ne l'est pas. Raison pour laquelle certains, quand ils sont dans les salons parisiens, parlent de la banlieue comme s'il s'agissait d'une autre société, et certains dans les sociétés parlent des salons parisiens comme s'il s'agissait d'une autre réalité. On dit tous nous, mais on se regarde dans des altérités géographiques. Ça n'a rien à voir avec le religieux. Ça n'a rien à voir. Et donc, à partir d'un certain moment, il faut aussi comprendre que le discours de l'acculturation, il ne peut pas être que religieux. Ce n'est pas parce qu'on a donné des fatwas sur la possibilité d'être français et musulman qu'on a résolu le fait d'être français à partir du fait d'être musulman avec l'histoire et la mémoire que l'on porte. Donc, il faut continuer ce travail. Raison pour laquelle je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure Zedine, quand il mettait en évidence le travail qui nous reste à faire est énorme. Et donc, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que l'acculturation, elle est forcément multidimensionnelle. Elle est multidimensionnelle. Elle a une fonction religieuse, elle a une dimension religieuse, on l'a dit, on y a beaucoup travaillé, entre les institutions qui se sont faites là, le Conseil européen qui a apporté tout ce qui s'est fait aux États-Unis également, il y a eu des éléments de contribution internationale et nationale de première importance sur cette question-là. Mais l'acculturation, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi sociale, et il faut qu'on le dise aussi, parce qu'à l'heure où on voit naître les peurs, c'est le sujet de notre débat aujourd'hui, eh bien, elle est aussi émotionnelle. Et donc, il faut une acculturation émotionnelle, c'est-à-dire que quand on touche à la France, on me touche. On me touche, c'est-à-dire ça, cet élément du... J'ai déjà fait 13 minutes, c'est sérieux? Dis donc. Bon, alors j'avance. Donc ça me paraît être un élément important. L'autre chose sur ce qui fut bousculé, c'est... alors, il y a eu des éléments qui ont avancé intellectuellement, d'autres qui l'ont moins été, mais ce qui fut bousculé également, et dont on doit tenir compte, c'est ce qui a été mis en évidence, c'est-à-dire la réalité historique quand même, qui n'est pas réglée jusqu'à aujourd'hui, des anciens colonisés, qui tout à coup deviennent des citoyens et qui sont dans l'émergence. On n'a pas réglé cette situation encore, d'une religion
quoi qu'on en dise encore aujourd'hui dans le discours majoritaire, je dirais dans le discours médiatique majoritaire ou dans le discours politique majoritaire est conçu comme une religion de l'altérité, on peut dire oui, l'islam est une religion française, mais encore la façon dont on la traite reste quand même une perception de l'autre. Et donc là, il y a un vrai problème. Et puis, il y a eu une série de choses qui se sont passées historiquement. D'abord, cette expérience coloniale, ensuite la question de cette religion de l'autre qui est venue s'installer, et puis ensuite les questions du foulard qui ont été mis en évidence, qu'il ne faut pas oublier non plus de relier à un contexte international la question de Salman Rushdie, de la liberté d'expression, de la révolution iranienne. La révolution iranienne, elle a eu un impact très très important en France, parce que l'ayatollah Khomeini est passé par la France, et à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a été il y a des gens en France qui ont énormément soutenu et qui se sont sentis trahis. Donc il y a eu aussi cette perception également qui fait partie de cette histoire-là, aussi sans compter dans le prolongement avec la visibilité, avec le foulard, des tensions internationales, des réalités internationales. C'est vrai sur la question iranienne, c'est vrai sur la question du conflit israélo-palestinien, et puis jusqu'à aujourd'hui, l'international qui nous revient avec la violence extrémiste, que ce soit déjà dans les années 90 avec l'Algérie, ou avec ce qui s'est passé aux USA, à Madrid, à Londres, et qui est revenu ici jusqu'à Daesh, et ce qui s'est passé à Paris. Donc on s'aperçoit que tout ceci, il faut en tenir compte dans les politiques intérieures comme dans les politiques étrangères. Tout ça c'est lié et on ne peut pas faire semblant de parler que de ceci ou que de cela. Simplement ce qu'il faut, c'est pouvoir parler de tout mais sans confusion, clarifier les termes du débat dans la confusion générale. J'aimerais dire un quatrième point sur lequel j'insiste beaucoup quand je viens en France. Vous ne vous rendez pas compte de la responsabilité historique de la France dans le débat international, et en particulier en Occident. C'est le pays dans lequel les citoyens de confession musulmane sont le plus nombreux, et proportionnellement, de tous les pays occidentaux. De tous les pays occidentaux. Et quand on voit ce qui a pu évoluer, la façon dont a pu évoluer le débat aux États-Unis et dans certains pays européens, la France, elle est également extrêmement importante dans ce débat-là. C'est une question d'histoire, c'est une question de nombre, et puis c'est une question dans laquelle les deux communautés les plus importantes à l'échelle de l'Occident qui vivent et coexistent, la tradition juive et la tradition musulmane, avec les traditions chrétiennes et protestantes, c'est un pays dans lequel nous avons et il y a une responsabilité historique. Il ne faut pas la minimiser parce qu'il faut aussi qu'on se rende compte que ce qui se passe en France a un impact sur énormément de considérations dans d'autres pays occidentaux, mais également bien entendu à travers le monde. Alors ça m'amène, puisque j'ai peu de temps, à mettre en évidence que dans toute cette réflexion-là sur les éléments d'acculturation, il faut faire le compte des acquis. Il faut d'abord être positif, apaisé, serein et responsable. Et ça veut dire le compte des acquis, il est d'abord quand même de se rendre compte que sur une séquence courte, c'est ce que je vous disais quand je parlais de la révolution intellectuelle et du discours, on est quand même arrivé aujourd'hui, majoritairement, le discours qui s'entend institutionnellement et dans les mosquées et sur le terrain, un discours qui promeut d'abord et essentiellement l'appartenance et la citoyenneté française. Ce discours-là, on peut faire semblant de ne pas l'entendre, mais aujourd'hui, ça c'est un acquis déterminant institutionnellement sur la question de la citoyenneté, sur la question de la culture, d'assumer la langue, d'assumer son appartenance. Et là aussi, il y a eu une évolution importante. Une chose qui est importante aussi, qui a été dite, le discours sur la laïcité dans les institutions. Encore une fois, on va pouvoir discuter tout à l'heure des littéralistes ou de certains groupements qui existent et qui sont présents. Mais le fait du respect de la laïcité et du respect de la loi comme étant contraignant pour tous les citoyens français est un acquis du discours majoritaire aujourd'hui. Et ça, c'est phénoménal, parce que ça n'était pas ainsi il y a 25 ans ou il y a 30 ans. Et puis ce que j'appelle également les 3 L, c'est-à-dire la connaissance de la langue, la connaissance de la loi et la loyauté au pays. C'est-à-dire le discours aujourd'hui, il dit clairement, vous être français et vouloir le bien pour la France, ce discours-là est important, avec un 4e L que j'ajoute, c'est celui de la liberté et de la reconnaissance de la liberté d'expression comme la liberté de culte et la liberté de conscience,
qui est aussi par rapport aux musulmans, c'est-à-dire reconnaître le choix que les musulmanes et les musulmans ont le droit de se déterminer en conscience par rapport à leur foi et par rapport à leur pratique. Il y a la salle. Il y a la salle qui attend, sinon. Mais moi, sur ma montre, j'ai 18 minutes. Hein. Mais moi, elle est de Suisse en plus. J'ai 18 minutes. C'est les 2 minutes que j'ai retranchées. Allez, 2 minutes. Allez. Non, mais j'avais 18 minutes, donc tu me demandes d'arrêter avant mes 20 minutes. Non, pas du tout, c'est bon. C'est une montre suisse en plus. D'accord. Donc, il y a aussi une chose sur laquelle il faut insister je suis désolé, je vais juste mettre des points parce que j'ai plus le temps. Mais sur la question des gestions positives d'un certain nombre de crises, encore une fois, on pourra dire ce que l'on veut, avec toutes les difficultés qu'il y a eu. Le discours s'est beaucoup approfondi sur la question même du rapport au foulard. On peut être d'accord ou pas avec la loi qui a été... Mais la responsabilité du discours interne des institutions musulmanes par rapport au foulard, on a une évolution de savoir comment c'est un droit, comment on réagit par rapport à la loi, comment on gère les choses. On ne peut pas ne pas manquer ceci. La question des mosquées et de la gestion des mosquées, là aussi il y a eu une énorme évolution sur aussi cette idée qu'il faut avancer, même par rapport aux caricatures. Il faut quand même reconnaître une chose, dans toute cette espèce de crise internationale, dans tous les pays occidentaux, en particulier en France, il y a eu une gestion de cette affaire-là qui a été une gestion, vous avez la liberté de le faire, on n'est pas d'accord avec ceci, mais il y a une réponse responsable. C'est d'autres personnes qui sont excitées, mais les institutions en France, majoritairement, ont eu une attitude de ce point de vue-là qui comprenait, et avec une compréhension plus approfondie, les enjeux. Les derniers éléments sur lesquels j'insiste en termes d'acquis, c'est une présence locale très très importante. J'insiste. L'avenir de la France, ça ne se passe pas à Paris, ce sera l'avenir de mouvements nationaux d'initiatives locales. Ça se passera au niveau du local, ça se passera au niveau du terrain, ça se passera au niveau... Et ça se passe aujourd'hui. Moi, je suis contre tout ce discours alarmiste qui dit l'intégration, ça échoue. C'est pas vrai. La réalité, c'est que c'est un discours qui est alarmiste, qui entretient la peur. Sur le long terme, je pense que les choses se passeront du point de vue local. Et je conclus en disant, mais il faut regarder les choses en face. Et là aussi, par rapport à ces crises, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut pas manquer de dire, comme le disait Ezzeddine, de relever en même temps de l'intérieur que nous avons des responsabilités majeures. Premier élément, le déficit fondamental du dialogue intra-communautaire et intra-musulman. Et en même temps intraculturel, ce qui a été dit sur l'absence des Africains de la région subsaharienne dans toutes les dynamiques, voire des convertis à l'intérieur, c'est un vrai problème. Donc on a un problème ici qu'il va falloir relever. L'acculturation passera par la capacité de l'intra, de la discussion intra. Et là, il faut prendre des positions, même par rapport à des savants qu'on peut respecter, et s'en distancier. Il n'y a pas d'avenir possible de l'islam de France, de l'islam français, s'il n'y a pas de dialogue entre les sunnites et les chiites ici, qui soit apaisé et qui ne tombe pas dans les pièges internationaux. C'est déterminant. On peut pas dire, j'ai entendu des choses de gens que je respecte qui sont très très problématiques sur cette question-là. Deuxième des éléments sur lequel ça a été dit par un certain nombre de responsables, il faut prendre au sérieux la présence du littéralisme, de ce que j'appelle la salafia littéraliste et de la violence extrémiste. Il faut prendre ceci très sérieusement, ce sont des défis majeurs. Mais pas n'importe comment, pas dans la confusion, pas en disant que les littéralistes c'est des violents, c'est pas vrai. Les littéralistes, on a d'autres problèmes que la violence avec eux, on a des problèmes d'interprétation, d'isolement, de mettre des gens à l'intérieur de l'islam et de les sortir. C'est pas la même chose que les violents extrémistes. Mais les violents extrémistes, on peut pas s'asseoir en disant mais ça n'a rien à voir avec l'islam, d'abord c'est pas des musulmans. Non, on ne peut pas faire ça. Ils parlent au nom de l'islam, ils se disent musulmans, donc en tant que musulmans, il faut une réponse responsable, de condamnation de l'acte, sans dire de ces gens-là qui sont pas... Moi, je n'ai pas le droit de dire ça. Je ne mets pas les gens à l'intérieur ou à l'extérieur de l'islam. Par contre, je peux dire ce que vous faites au nom de ma religion. Je le condamne et je le combattrai. Donc, en l'occurrence, ça, il faut une prise de position qui soit ferme, courageuse. Et... Non. J'ai une fatwa personnelle contre les applaudissements. Donc, en l'occurrence...
Parfois, il faut sortir des fatwas. Mais enfin, rapidement, troisième des éléments, l'institutionnalisation. Et là, il y a des choses qui ont été faites, mais il faut continuer. Il faut absolument une institutionnalisation de la présence en termes de la formation des référents religieux, en termes de discours, en termes de la... Il faut absolument qu'on prenne ça en charge. Il faut qu'on le prenne, et il faut qu'on mette de l'argent dans autre chose que des mosquées. On a besoin de mosquées, mais il faut mettre de l'argent dans des écoles de pensée, dans des institutions de formation. C'est un élément majeur. On ne peut pas continuer. Donc ça, c'est un élément de l'acculturation qui est important. Quatrième des dimensions, c'est avoir également un discours qui assume sa citoyenneté et qui va dire, à un moment donné, il faut qu'on parle aussi de la question sociale. Parce qu'il y a juste une chose que je voulais dire, ce que disait tout à l'heure Jean en disant la relation entre l'extrémisme violent et la question sociale, c'est vrai en partie. Le problème, c'est que dans toutes les études que l'on fait, la question sociale n'explique pas la lecture radicale. Elle ne dit pas le fin mot sur la violence. Donc il faut aussi savoir qu'un certain nombre de personnes, très très éduquées, pas du tout dans ces situations sociales fracturées, développent un discours violent et radical. Donc il faut qu'il y ait une réponse religieuse. Ce que je voulais dire par rapport à ça, ça m'amène à l'avant-dernier point, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on ait aussi un vrai discours, et moi c'est ce que je dis. Ce qu'on attend des Français musulmans, c'est qu'ils parlent en français, et pas en musulman. C'est-à-dire qu'il faut parler moins de l'islam et avoir la capacité de parler des problèmes sociaux, de la question de l'école, de la question du vivre ensemble, de l'urbanisme, de la politique sociale, de la mixité. Il ne suffit pas de dire on va prendre une école, on va vous mélanger, puis il va sortir quelque chose. Non, c'est une vraie politique à long terme. Donc il faut aujourd'hui avoir ce discours-là. Mais vous comprenez bien, c'est religieux ce que je dis. Je dis religieusement qu'il faut arrêter de parler du religieux tout le temps. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il faut arrêter cette obsession de tout islamiser dans la question. Mais non, il n'y a pas ce problème-là. Et ceux de nos jeunes aujourd'hui qui ont un problème d'acculturation, c'est parce qu'à des moments donnés, on va tout mélanger, on va tomber dans le piège. On va islamiser les questions religieuses, les questions sociales, islamiser les questions scolaires, on va tout islamiser. À un moment donné, ça ne va pas, parce que ce n'est pas un discours citoyen. Et puis, ça m'amène, c'est l'élément aussi qui est le suite de ça, qu'il faut que l'on continue ce travail, qu'on essaie depuis longtemps de sortir de la pensée victimaire. Et sortir de la pensée victimaire, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, eh bien, il y a des citoyens, ils savent faire la part des choses, ils ne confondent pas tout, ils savent déterminer les choses, et puis aussi, ils intègrent la réflexion sur le racisme dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça. Aujourd'hui, moi, j'ai extrêmement peur de ceux qui sont obsédés par l'islamophobie. Je vous le dis comme je le pense. L'islamophobie, ça fait partie d'un processus qui est beaucoup plus large que ceci. Et il ne faut pas commencer à dire l'islamophobie partout parce qu'on entretient une espèce de rapport réactif à la société. Non, il faut parler du racisme d'un point de vue général, de la question sociale, et reconnaître que oui, il y a des actes racistes contre les musulmans, mais ça n'est pas un élément sur lequel on focalise toute notre attention pour se dire les victimes de racisme et non pas les citoyens d'une société qui regarde de façon transversale. Donc encore une fois, moi je suis absolument contre cette compétition des racismes. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est tout faux. Et puis, il y a une chose, et c'est mon dernier point, sur lequel il faudra aussi que l'on soit extrêmement sérieux. On ne peut pas faire semblant de ne pas entendre de l'intérieur des sociétés occidentales, et en particulier de la société française, qui a une vraie préoccupation sur les questions internationales. Et que je ne suis pas moins français quand je dis que le sang des Syriens m'importe, que le sang des Africains m'importe, que le sang des Palestiniens m'importe, que le sang de tous les êtres humains m'importe, et que j'aimerais, depuis Paris, que le sang d'un Israélien vaille le sang d'un Palestinien, d'un Congolais, d'un Centrafricain, et que si ceci, je peux l'apporter à la France, en cessant de penser que le sang des Blancs vaut plus que le sang des Arabes, c'est une valeur ajoutée à la France. Je réconcilie la France avec ses valeurs universelles qui disent que tous les êtres humains naissent égaux. Tous! Rousseau, il ne faisait pas la part entre le blanc et le noir et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle ne dit pas que ce qui se passe en Syrie, c'est normal, et ce qui se passe à Paris, c'est pas bon. Donc en l'occurrence, pour moi, ce discours-là, critique, loyal aux valeurs de la France, il faut qu'on l'entende. Et qu'il faut qu'on arrête de nous dire, pour être bon français, et un musulman accepté, tu la boucles sur la Palestine, tu la boucles sur l'Afrique, tu la boucles sur tout en fait. En gros, tais-toi. Sois invisible et tais-toi. Donc aujourd'hui, c'est pour moi le contraire
Mais ça m'amène à dire que c'est ça aussi qui va nous faire sortir des peurs, parce que sur le terrain, c'est là où nous devons être présents. Nous devons être présents dans ce rapport. Et ce que je dis ici, c'est que tout ce que je viens de dire, je ne parle pas aux Français de confession musulmane. Je parle à partir de ce référent en disant maintenant c'est nous. Et c'est ça ma conclusion. La conclusion, c'est ce que je disais il y a 15 ans dans le manifeste pour un nouveau nous. Nous, dans une discussion avec D'Alema, l'ancien Premier ministre italien, il me regarde comme ceci, il me dit « Mais vous avez une responsabilité. » Et je l'arrête, je dis « Mais vous, c'est qui ?» C'est nous, monsieur. C'est nous, c'est vous et moi. Nous sommes Européens d'ici et nous travaillons ensemble. Et nous le faisons ensemble. Et nous vous positionnons ensemble. Et les premiers qui doivent sortir de cette espèce de prison mentale, c'est nous. Nous qui? Ben nous tous. Allez, merci. Pour ne pas gâcher la lecture, la vision des autres, je m'engagerai à ne pas être modérateur lorsque Tarek sera là, parce que sinon, l'heure, c'est très important. Je crois qu'on doit être équitable et juste partout. Je crois que c'est très important et vous êtes capable, M. Tarek, de concentrer mais je ne t'en veux pas. Tu dis vous quand tu parles de l'heure. Pardon, excuse-moi. Alors là, je crois que, puisqu'on arrive à la fin de l'heure, on a même dépassé un peu l'heure, il y a une autre table ronde. Je ne sais pas, je m'excuse auprès des organisateurs, parce que la salle aussi a le droit d'avoir des questions. On a commencé en retard. 2 questions maximum. Bon, on va être dans la parité. Un homme, une femme. Oui, allez-y. Oui, en fait, oui. Je vous écoute. Alors, le micro. En fait, ma question, c'est